Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les éléments de base des algorithmes de tri. Alors, pourquoi on s'intéresse aux algorithmes de tri? Premièrement, parce que c'est une tâche de fond, c'est-à-dire que c'est un processus qui n'existe pas à part entière, mais c'est un processus qui peut rentrer dans la composition de toutes les applications. Donc, on a toujours besoin d'une fonctionnalité de tri, soit pour visualiser, soit pour pouvoir lancer des requêtes, soit pour pouvoir mettre en forme des résultats. Donc, une politique de tri ou une méthode de tri, elle est toujours nécessaire dans une application donnée. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux algorithmes de tri dans un premier temps, dans un point de vue pédagogique, c'est-à-dire les algorithmes de tri classiques qui existent, que vous avez déjà abordés dans votre cycle licence. Et on s'intéressera ensuite à la deuxième partie ou la deuxième catégorie d'algorithmes de tri. C'est les algorithmes de tri qui sont plus performants parce qu'ils optimisent la complexité temporelle, mais ils sont plus performants aussi parce qu'ils sont venus pour plutôt pallier aux limites pratiques des algorithmes de tri classiques. Donc, dans la première catégorie des algorithmes de tri, vous avez le tri par bulle, le tri par insertion et le tri par sélection. On les appelle algorithmes de tri par élément ou bien par position parce qu'ils s'intéressent aux éléments un par un et ils s'intéressent aux positions une par une. C'est-à-dire que la politique de base de ces algorithmes de tri, je m'intéresse à l'élément courant, j'essaie de le placer parmi les éléments existants, c'est-à-dire je dois comparer l'élément courant à tous les éléments, tout le reste du tableau pour trouver la position qui me convient, ou bien je m'intéresse à la position courante et je dois parcourir les éléments à la recherche de l'élément qui devrait se trouver à cette position. Donc, dans tout le processus, dans les 3 premiers processus de tri, il y a toujours une comparaison 2 à 2 de tous les éléments du tableau, c'est-à-dire l'élément courant avec tous les autres, et ils sont basés également sur la notion de permutation ou de décalage. Donc, soit je vais décaler tous les éléments du tableau pour pouvoir réserver de la place à l'élément courant, ou bien je dois effectuer des permutations à chaque fois que je vois que l'élément n'est pas à la bonne place par rapport à la relation d'ordre global. Alors, l'inconvénient majeur de ces algorithmes de tri, c'est qu'en pratique, ils ont des lacunes. Et la lacune, elle n'est pas due à l'algorithme lui-même, mais à son adaptation pratique sur la structure de tableau. Alors, un tableau, c'est une structure de données sous forme de cases mémoire qui sont contiguës. En fonction de la dimension du tableau, le tableau peut être coupé en plusieurs morceaux. Un morceau, il est actif dans la RAM et les autres morceaux sont dempés au niveau, ou bien swappés au niveau de la mémoire centrale pour pouvoir travailler de manière équitable par rapport aux autres processus et aussi pour pouvoir réserver un espace pour des tableaux qui sont très grands. Et avec la tendance de ces 10 ou 20 dernières années aux structures de données et aux données qui sont en perpétuelle augmentation, donc la structure du tableau ou bien la taille du tableau ne cesse d'augmenter. Donc je peux avoir un tableau avec 1 million d'éléments, 2 millions, 10 millions, 15 millions. Ce type de tableau ne sera jamais présent en mémoire, c'est-à-dire au niveau de la RAM, entièrement. Ils seront chargés par tranche, par morceau. Lors de l'exécution de l'algorithme, il n'a pas la visibilité de tout le tableau, il va avoir la visibilité d'une seule partie uniquement, ou d'une partie parmi les autres parties. Donc, lorsqu'il va exécuter le processus de tri, il sera exécuté sur la tranche qui est active. Donc, par rapport à la tranche du tableau ou la partition du tableau qui est active, l'algorithme va correctement s'exécuter, l'ordre global sera correctement établi. Mais l'ordre global par rapport à tout le tableau n'est pas garanti parce qu'il n'a pas de visibilité par rapport aux autres éléments. Et puisque ces algorithmes, ils fonctionnent de manière à ce qu'ils ont besoin
de comparer l'élément courant à tous les autres éléments du tableau pour pouvoir prendre une décision. Donc, sa prise de décision, elle est brouillée parce qu'il n'a pas la visibilité de tous les éléments. Donc, au final, on va se retrouver avec un algorithme de tri qui termine, mais en pratique, il y a des éléments qui n'ont pas été correctement placés. Il y a un certain pourcentage de pertes dans l'ordre global. Alors, les chercheurs qui ont travaillé sur l'idée ou sur la question, ils ont dit qu'il y a une perte entre 6 et 10. Mais entre 6 et 10 de perte dans l'ordre global, ça peut influer sur l'utilisation de ce tri. Parce que si j'utilise ce tri pour pouvoir prendre des décisions ou bien pour pouvoir visualiser des résultats, il y a des parties qui ne sont pas correctement ordonnées, donc ça va considérablement altérer les performances des processus qui dépendent de ce tri. C'est la raison pour laquelle ces algorithmes de tri ont été mis à l'écart. Ils sont restés uniquement pédagogiques. Au niveau des systèmes d'exploitation et au niveau des algorithmes, au niveau des langages de programmation, pardon, ce n'est pas ces algorithmes de tri qui sont en réalité implémentés. Alors, les algorithmes de tri qui sont en réalité, enfin, l'algorithme de tri qui est en réalité implémenté au niveau des langages de programmation, c'est le tri par temps. On le verra vraiment à la fin. D'accord? C'est une autre stratégie, c'est une autre manière de voir le processus de tri. Donc, c'est le plus performant parce qu'il est basé sur une structure logique qui est construite au fur et à mesure. Donc, le fameux sort que vous avez dans tous les langages de programmation, il est basé sur le processus de tri par temps. D'accord? C'est bon? On peut commencer à décortiquer les algorithmes un par un. Ok, parfait. Donc, le premier, c'est le tri par bulle. Alors, le tri par bulle, on vous dit c'est le moins performant de la catégorie des algorithmes de tri. C'est un algorithme de tri par recherche du minimum. Recherche du maximum, pardon. C'est un algorithme de tri par recherche du maximum. Alors, il a l'avantage d'être simple. Et il est très intéressant pour un contexte pédagogique. Bon. De toute manière, les trois algorithmes, ils sont plutôt intéressants pour un contexte pédagogique. Alors, le principe de cet algorithme, c'est de parcourir la liste des éléments, ou l'ensemble des éléments, et en comparant les éléments 2 à 2 et en inversant toute paire d'éléments qui ne respectent pas l'ordre. Cela signifie que, je reviens au slide, donc, cela signifie que le parcours des éléments, il va se faire à partir de la deuxième position. On va comparer le deuxième élément avec le premier. Si localement l'ordre n'est pas respecté, on va permuter. Pardon. Le fait de comparer ces couples d'éléments adjacents de A2 va nous permettre de déplacer l'élément le plus grand vers l'extrémité la plus à droite. D'accord? Vous avez un exemple détaillé juste après, ne vous inquiétez pas. Pourquoi on l'appelle tri par bulle? Parce que le maximum va devenir une bulle qu'on va évacuer sur l'extrémité la plus à droite. C'est pour ça qu'on l'appelle tri par bulle. Alors, concrètement, on est sur ce schéma à une position intermédiaire. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont déjà été correctement insérés, correctement placés, et il reste à trier certains éléments. C'est-à-dire on est à une itération I au milieu du processus. Alors, donc, la partie des éléments déjà triés va se trouver sur l'extrémité droite et on va comparer deux éléments adjacents, c'est-à-dire AI par rapport à AI plus 1. Si AI est supérieur à AI plus 1, on va effectuer une permutation jusqu'à arriver à la frontière dans laquelle il va apparaître l'élément le plus grand. D'accord?
Alors, donc, juste après, vous avez l'algorithme. Avant de parler algorithme, on va voir l'exemple. Donc, initialement, vous avez un tableau qui comporte 5, 4, 2, 3, 7 et 1. Donc, le processus commence à partir de la position 2. L'élément courant est comparé par rapport à l'élément précédent. Donc, le 4, il est comparé par rapport au 5. 4 est plus petit que 5, donc on permute. Ensuite, on avance. Le 2, il est comparé avec le 5. L'ordre n'est pas respecté, on permute. On avance. Le 5 est comparé avec le 3. Le 3 est inférieur, donc on permute et on avance. Donc, ce que vous remarquez avec la couleur bleue en français, le 5 est considéré une bulle et il est à chaque fois déplacé via des permutations vers la position la plus à droite. Où est-ce que s'arrête la permutation avec le 5? Le déplacement du 5, il va s'arrêter lorsqu'il est à côté d'une valeur qui lui est plus grande. Donc 7 devant le 7, l'ordre local, il est respecté, donc il n'y a aucune permutation à faire. On avance uniquement. Ça signifie que le 5 a été déplacé jusqu'à atteindre la position d'un élément qui lui est supérieur. Donc on s'arrête avec les déplacements du 5 à cette position. Mais on continue d'avancer. Le 7, il est supérieur à 5, mais il est inférieur à 1, donc on va permuter. Donc à partir de la première phase, on a élu le 7 comme étant le maximum, il a été rangé à la position N du tableau. On reprend le processus à partir des positions de 1 à N-1. D'accord? Donc, à l'itération, à la phase suivante, on va comparer le 2 avec le 4. L'ordre n'est pas respecté, on va permuter. Donc, le 4 devient la nouvelle bulle. Le 4 avec le 3, il sera permuté. 4 avec le 5, il est correctement positionné. Le 4 par rapport au 5, il est correctement positionné. À la dernière étape, le 5 par rapport au 1, il lui est supérieur. Donc, le 5, il prend la position au niveau de la frontière. Et de cette manière, je déplacerai toujours le maximum courant vers l'extrémité la plus à gauche. Donc, Oui, partage ma cache. Ah, partage me cache. Je vais relancer. Je vais relancer le partage, ne vous inquiétez pas. OK. C'est bon? C'est bon, vous voyez? Oui. oui. OK. OK, parfait. Alors, donc, je disais que est-ce qu'il y a encore des gens qui attendent? Attendez. C'est quand je quitte la diapo pour pouvoir accepter vos camarades qui attendent que le partage. D'accord. Attendez. Non, c'est bon. Tout le monde est là. Alors, ça va? Vous voyez le partage, il n'y a pas de problème? Oui, madame. Très bien. Alors, donc, on continue sur l'exemple. Donc, je disais qu'à chaque boucle interne, on va déterminer le maximum et le déplacer vers l'extrémité la plus à droite. Comment le maximum il est déterminé? Au fil de la comparaison qu'on fait entre les éléments de Z2. Donc, à chaque fois, l'élément maximum est déplacé vers l'extrémité la plus à droite. Donc, le maximum apparaîtra de lui-même et il sera déplacé jusqu'à la position qui lui convient. D'accord? Donc, au début, c'est de 2 jusqu'à n, ensuite de 3 jusqu'à n-1, de 2 jusqu'à n-1, ensuite de 2 jusqu'à n-2, de 2 jusqu'à n-3, jusqu'à ce qu'il ne reste aucun élément à comparer. Donc, on aura entièrement ordonné le tableau. Donc, le processus en détail, vous l'avez ici dans l'algorithme. Vous avez deux boucles imbriquées. Une boucle pour inverser qui va de n jusqu'à 1 et une boucle sur j à partir de 2 jusqu'à i. Si table de j moins 1 supérieur à table de j, donc on compare l'élément courant avec l'élément précédent. Si l'ordre local n'est pas respecté, on effectue une permutation en passant par
une valeur temporaire. Hein, d'accord? À la sortie de la boucle interne, le maximum sera déplacé vers la position I et on décrémente la valeur de I jusqu'à ce qu'il nous reste un seul élément uniquement. Sur un seul élément, on ne rentre même pas dans la boucle interne et le processus est terminé. D'accord? Le pire cas, c'est lorsque le tableau il est classé dans l'ordre inverse pour avoir à faire des permutations à chaque fois. Donc, à chaque phase dans le processus, on devra permuter les éléments et la complexité est de l'ordre de n au carré. Pourquoi? Parce que vous avez deux boucles imbriquées qui sont dépendantes. Donc, c'est la somme des n-i pour i allant de 2, pour i allant de 1 jusqu'à n-1. Et donc, c'est un processus qui est en n au carré. D'accord? Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? D'accord? OK. Donc là, on a dit le plus simple. Vous voyez au niveau de l'algorithme, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment très simple à comprendre et aussi très simple à implémenter. Le deuxième algorithme, c'est un algorithme de tri par insertion. Alors, l'algorithme de tri par insertion, il est en général un peu plus coûteux que le tri par sélection. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des décalages. Lorsque je veux insérer un élément parmi les éléments qui sont déjà existants dans le tableau, je risque de devoir faire des décalages sur tous les éléments pour pouvoir le placer à la première position si la nouvelle valeur elle est inférieure. D'accord? Donc, c'est les décalages qui font que le processus il est plus coûteux. J'ai dit bien plus coûteux, je n'ai pas dit plus complexe, parce qu'en termes de complexité, ils sont équivalents. Mais en termes de traitement à l'intérieur, il y a plus de choses à faire dans le tri par insertion que dans l'algorithme de tri par bulle. D'accord? On vous dit il est identique au rangement des cartes. On insère dans le paquet des cartes déjà rangées une nouvelle carte au bon endroit. Insérer au bon endroit, ça signifie comparer par rapport aux cartes déjà insérées la valeur de la carte courante par rapport aux autres cartes pour trouver la bonne position d'insertion. Donc, il y a différentes manières de procéder. Soit on commence à comparer depuis le début jusqu'à arriver à la position où on devrait insérer l'élément et dans ce cas-là, décaler tous les éléments à partir de cette position jusqu'à la fin pour pouvoir libérer la position. Ou bien, on peut commencer la vérification à partir de la fin. Idéalement, l'élément qu'on veut insérer viendra automatiquement à la suite des éléments déjà insérés, s'il est supérieur. Donc, je vais comparer l'élément que je veux insérer, c'est-à-dire AK plus 1, avec la frontière des éléments déjà insérés. Donc, le plus grand, c'est AK. Donc, si AK plus 1 est supérieur à AK, ça signifie qu'il est à la bonne place. Il n'y a pas de décalage à faire. Maintenant, s'il est inférieur à AK, ça signifie qu'il y a forcément nécessité de faire des décalages. Donc, j'anticipe le décalage pour les faire au fur et à mesure. Puisque AK est inférieur à AK plus 1, ça signifie que forcément AK plus 1 devra se décaler d'une position vers la droite. Donc, je vais faire le décalage. Donc, je vais faire le décalage au fur et à mesure tant que l'élément courant, il est supérieur à AK plus 1. Les décalages s'arrêtent lorsque je trouve une position d'un élément qui lui est inférieur. Ça signifie que les décalages s'arrêtent ou bien les décalages s'arrêtent si je suis à la première position. Ça veut dire que j'ai tout décalé pour pouvoir insérer l'élément courant. D'accord? Est-ce que c'est compris pour le processus? C'est compris, oui ou non? OK, donc on va voir l'algorithme. Juste après, vous avez l'algorithme. Alors, l'algorithme, il commence de 2 jusqu'à n. On récupère la valeur de l'élément qu'on souhaite insérer. Donc, l'élément à table de I, on le récupère dans V. Donc, c'est le V, la valeur de l'élément qu'on souhaite insérer. Pour quand on va faire les décalages, cette valeur ne sera
pas perdue, elle ne sera pas écrasée. Et on va parcourir les éléments du tableau à partir de la position 1 jusqu'à la position I-1 pour pouvoir, plutôt de I-1 jusqu'à 1 pour vérifier la relation d'ordre et effectuer éventuellement les décalages. Donc, on commence à partir de la position I. Tant que l'élément précédent est supérieur à la valeur de V, c'est-à-dire la valeur de l'élément qu'on souhaite insérer, table de J reçoit table de J moins 1. Donc, on fait un décalage vers la droite avec J reçoit J moins 1. D'accord? À la sortie de la boucle interne, on va faire table de J reçoit V. Ça signifie qu'on a trouvé la position qui s'adapte à la valeur de cet élément par rapport à la relation d'ordre. D'accord? En termes de complexité, vous avez n fois n plus 1 sur 2, c'est le processus par rapport au nombre, c'est-à-dire le nombre d'itérations globales par rapport aux deux boucles dépendantes, plus 2 fois n moins 1, c'est les opérations de décalage qu'on va effectuer. Et donc, ça nous donne quand même un ordre de n au carré. Pourquoi on a dit que ce processus est plus coûteux? Parce que vous avez également une phase liée au décalage qu'on fait au fur et à mesure sur les éléments. Et donc, c'est ce qui provoque quand même un ordre de complexité de 1 au carré. Donc, en termes de temps, c'est plus de temps, mais en termes de complexité, ça reste un ordre de complexité équivalent. Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? Vous êtes toujours là? Réagissez pour que je sache que vous êtes toujours là. OK, très bien. OK. Le partage est parti. C'est quoi le problème avec le partage d'écran? Connexion, OK, non? OK. On passe maintenant à l'algorithme suivant. L'algorithme suivant, c'est un algorithme de tri par sélection. Donc, tri par sélection, c'est un tri par recherche du minimum. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame. D'accord. Alors, donc, tri par sélection, c'est un tri par recherche du minimum. Donc, tri par bulle, c'est un tri par recherche du maximum. Tri par insertion, c'est un algorithme de tri qui est basé sur les décalages. Et un tri par sélection, c'est un tri par recherche du minimum. Donc, le tri par recherche du minimum, c'est un processus qui commence à partir de 1 jusqu'à la position n à la recherche du minimum. Dès que je trouve le minimum, je vais le permuter avec l'élément qui se trouve à la position 1. Le deuxième minimum, il sera permuté avec l'élément qui se trouve à la position 2. Le troisième minimum permuté avec l'élément qui se trouve à la position 3, et ainsi de suite. Donc, la frontière des éléments déjà triés va se trouver sur l'extrémité gauche. Et à chaque fois, je vais comparer l'élément courant par rapport à les éléments 2 à 2 à la recherche du minimum. À la fin de la boucle interne, j'ai trouvé le minimum. Je le permute avec les éléments, avec l'élément qui se trouve à la position qui lui convient. Donc, en termes d'algorithme, vous avez une boucle pour à partir de 1 jusqu'à n-1. Donc, c'est par rapport à la position du minimum. On récupère dans I, on initialise la position du minimum avec I. Et à partir de I plus 1 jusqu'à N, on va partir à la recherche du minimum.
Si table de J est inférieure à table de M, alors on a trouvé un nouveau minimum temporaire. On récupère sa position dans M. Cette position peut changer au fil du parcours, mais à la sortie de la boucle interne, on est sûr qu'on a déterminé le minimum, donc on peut permuter le minimum avec l'élément qui se trouve à la position du minimum. Et de cette manière, on va à chaque fois placer le minimum à la position qui lui convient. Et lorsqu'on arrive à la position N-1, c'est-à-dire à l'avant-dernier minimum, on est sûr que tous les éléments étaient correctement placés, correctement ordonnés. D'accord? Par rapport à l'exemple, donc vous avez le même algorithme le même tableau que l'exemple précédent. Donc, on va comparer les éléments 2 à 2. On initialise le minimum à 4. Et à chaque fois que je compare, plutôt, on initialise le minimum à 5. Dès que je trouve que le 4 il est inférieur à 5, donc minimum prend la position 2. 2 est inférieur à 4, donc 1 prend la position 3. 1 reste à la position 3 jusqu'à ce qu'on rencontre l'élément 1 qui se trouve à la position 6. À l'issue du premier parcours, 6, l'élément qui se trouve à la position 6, c'est le 1 qui devrait se trouver à la position 1. Donc, on effectue une permutation pour placer le minimum à la position qui lui convient. Et de cette manière, durant cette première phase, le 1 a été correctement placé. On reprendra le processus à partir de la position 2 jusqu'à N avec les autres minimums au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse rétablir l'ordre global. D'accord? Est-ce que c'est compris pour ces algorithmes? Ok, très bien. Donc, ces 3 algorithmes de tri sont la version plus simple des algorithmes de tri ou des algorithmes d'ordonnancement. C'est des processus qui sont simples à comprendre et simples à mettre en place, mais leur principal inconvénient, c'est qu'ils réagissent très mal à l'évolution de la dimension des tableaux. C'est-à-dire qu'au moment de leur implémentation, l'ordre global n'est pas assuré, n'est pas garanti à 100%. Donc, on ne peut pas compter sur ces algorithmes pour supposer un ordre global. Pour le vérifier, il suffit de considérer un tableau d'une dimension supérieure à 1 million et d'exécuter un des algorithmes de tri et de rajouter une boucle supplémentaire à la fin qui va parcourir les éléments et vérifier est-ce que l'ordre il est respecté et comptabiliser le nombre de positions auxquelles l'ordre n'a pas été entièrement respecté. Et de cette manière, on pourra déterminer quel est ce taux d'échec ou ce pourcentage d'erreur par rapport à l'implémentation de ces algorithmes. Donc, ces algorithmes de tri sont largement dépassés et ils restent uniquement dans un cadre pédagogique. Une autre catégorie d'algorithmes de tri est apparue il y a plusieurs décennies de cela. Ces algorithmes de tri se sont dit, puisque le tableau, il ne sera jamais entièrement présent au niveau de la mémoire. Donc, il sera forcément décomposé. Pourquoi ne pas proposer au niveau de l'algorithme une stratégie de décomposition du tableau, c'est-à-dire à l'intérieur de l'algorithme de tri, on ne va pas s'intéresser à tout le tableau, mais on s'intéressera à des petites portions du tableau. Ordonner la portion du tableau et la combiner avec une autre portion qui est ordonnée nous permettra d'obtenir un ordre global. Donc, la deuxième catégorie d'algorithmes de tri, elle est basée sur le concept divisé pour régner. Alors, s'il y a cette falak tassout, donc diviser pour régner, c'est une stratégie de guerre à la base, mais qui a été adaptée à la résolution de problèmes et c'est aussi une stratégie de jeu. C'est-à-dire, on résout des problèmes, on résout des jeux stratégiques de cette manière. Le principe, c'est quoi de cette stratégie? C'est que lorsque je ne peux pas m'attaquer
à un problème directement dans sa globalité, il faudrait que moi, c'est-à-dire la personne qui veut résoudre le problème, propose une stratégie, un critère de décomposition sur lequel on va avoir plusieurs sous-problèmes de même nature sur lesquels on peut appliquer la résolution. C'est-à-dire que lorsque la dimension du tableau elle est supérieure à la capacité de Mara, le tableau va forcément être partitionné. Je propose moi-même une stratégie de partition sur laquelle va se baser l'algorithme et donc devra se baser l'environnement d'exécution pour ne garder que la partition active en mémoire. De cette manière, je m'adapte ou l'algorithme s'adapte à ce critère de partitionnement et même dans son fonctionnement, il est sûr qu'à un instant donné, il a la visibilité sur une seule partie, il n'a pas besoin d'avoir la visibilité sur tout le reste. D'accord? Donc, chaque algorithme dans la deuxième catégorie, il propose une stratégie de décomposition et une stratégie de recomposition. C'est-à-dire, lorsque j'ai un tableau de certaines dimensions, comment cette dimension elle peut être réduite pour pouvoir avoir des petits tableaux sur lesquels je peux travailler. Et lorsque je termine d'ordonner le petit tableau, comment je peux revenir vers la dimension initiale pour dire que tout le processus, c'est-à-dire le processus est terminé et le tableau, il est entièrement ordonné. Est-ce que vous arrivez à suivre? Très bien. Alors, on va maintenant commencer par, juste au niveau explication uniquement, les exemples, déroulement, on les fera au tableau, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, pour qu'on puisse introduire l'approche au niveau explication et au niveau principe, ensuite on terminera en présentiel. D'accord? Donc, le plus simple d'entre eux, c'est le trifusion. Donc, merge sort, il est basé sur le principe de fusion. Comment il est basé sur le principe de fusion? En disant, lorsque j'ai deux sous-tableaux qui sont ordonnés, je peux les fusionner de manière linéaire, c'est-à-dire le processus de fusion, c'est un processus linéaire, en un tableau de dimension plus grande. Donc, le premier tableau est de dimension M, le deuxième tableau est de dimension H. M plus H, une fois qu'ils seront fusionnés, je peux avoir un tableau de dimension N qui est entièrement ordonné. À condition, bien sûr, que les deux sous-tableaux ont déjà été ordonnés. C'est le principe de cet algorithme, c'est son principe de fonctionnement. Donc, il est basé sur la fusion de deux ensembles triés. Donc, il consiste à fusionner deux sous-séquences triées en une séquence triée. Il exploite directement le principe divisé pour n, qui repose sur la division d'un problème en ses sous-problèmes et en des recombinaisons bien choisies de ses sous-solutions optimales. C'est-à-dire, je décompose pour pouvoir résoudre. Une fois que j'arrive à résoudre les sous-problèmes, je peux recombiner les solutions entre elles des sous-problèmes pour arriver à une solution globale au problème initial. Donc, le principe de cet algorithme tente à adopter une formulation récursive. C'est un algorithme qui est récursif, mais on peut lui proposer une version itérative. On découpe les données à trier en deux parties, plus ou moins égales. Ça veut dire que je décompose en deux. Donc, je divise la dimension en deux. Donc, j'aurai de 1 à n sur 2 dans une partie et de n sur 2 plus 1 jusqu'à n dans une autre partie. On vous dit deux parties plus ou moins égales, ça dépend de la parité de la dimension. On trie les sous-parties ainsi déterminées et on fusionne les deux sous-parties pour retrouver les données de départ. D'accord? Donc, dans sa formulation récursive, lorsque je dis on trie les deux sous-parties ainsi déterminées, c'est équivaut à dire je relance le même processus sur chacune des deux sous-parties. La décomposition, elle va s'arrêter lorsque je vais avoir
des tableaux à un seul élément. C'est-à-dire, j'arrive à une situation qui est élémentaire. Donc, chaque instance de la récursion va faire appel à nouveau au même processus, avec une séquence de taille inférieure à trier. La terminaison de la récursion est garantie car le découpage sera tel qu'on aboutira à des sous-parties à un seul élément, bien à des tableaux à un seul élément. À cette étape, le tri va devenir trivial. J'ai deux tableaux à un seul élément. Donc, ces deux tableaux à un seul élément, l'élément à lui seul, il est ordonné parce qu'il est tout seul. Donc, ils vont commencer à être fusionnés. Donc, tout le processus de tri commence vraiment à cette étape. J'ai un tableau à un seul élément à gauche et un tableau à un seul élément à droite. Je vais les fusionner en un troisième tableau à deux éléments. Comment je vais les fusionner? Le plus petit d'entre eux va se trouver à la position 1 et l'autre, il va se trouver à la position 2. Donc, c'est quelque chose vraiment élémentaire. Donc, je décompose le processus de tri de manière à ce que ça devienne une tâche élémentaire à la base. Ensuite, je recombine. Donc, j'ai fusionné deux éléments. J'obtiens un tableau à deux éléments. Un tableau à deux éléments va être fusionné avec un autre tableau à deux éléments. J'obtiens un tableau à quatre éléments qui va être fusionné avec un autre tableau à quatre éléments et jusqu'à ce que je puisse reconstituer la taille initiale. Lorsque j'arrive à reconstituer la taille initiale via la fusion, ça signifie que le processus de tri est entièrement terminé. D'accord? Donc, la fusion, c'est un processus qui consiste à des comparaisons successives. Donc, chaque deux séquences à fusionner. Un seul élément, il est à l'origine de la nouvelle séquence, c'est-à-dire l'élément courant de la séquence 1 avec l'élément courant de la séquence 2, le plus petit, il prendra position dans la séquence résultante. Et on avancera de cette manière sur tous les éléments, c'est-à-dire de manière linéaire, jusqu'à ce qu'on puisse intégrer dans la séquence résultante tous les éléments de la section 1 et de la section 2. D'accord? Cette opération est répétée jusqu'à ce que les sous-séquences soient vides. Et à ce moment-là, ça signifie que la fusion, elle est terminée. Alors, dans un pseudo-code, parce que ce n'est pas vraiment un algorithme, en ayant en entrée un tableau de dimension n, si n égale à 1, on a un tableau à un seul élément qu'il faut retourner à la phase de fusion. Sinon, on va trier le sous-tableau de 1 à n sur 2 et trier le sous-tableau de n sur 2 plus 1 jusqu'à n. Et fusionner ensuite les deux sous-tableaux. Donc, ce n'est pas un algorithme. L'algorithme, il vient juste après. Donc, on a dit qu'il est basé sur un principe de décomposition. Décomposer un tableau en sous-tableaux ne nécessite pas de créer des tableaux supplémentaires. Sinon, on va occuper plus de mémoire qu'il n'en faut. Donc, on va travailler sur le même tableau, mais à chaque fois, on va délimiter la visibilité de la zone courante par une adresse ou bien un indice de début et un indice de fin. Initialement, début égale à 1 et fin égale à n. Pour pouvoir partager ou partitionner le tableau en deux, on calcule d'abord, on vérifie si on n'est pas à la sortie. Si début égale à fin, on est arrivé à un seul élément, donc on retourne T. Sinon, on calcule le milieu avec lequel on va départager le tableau en deux. Donc, on appelle le processus récursif avec les deux tableaux. Donc, trifusion de début jusqu'à M et trifusion de M plus 1 jusqu'à fin. Au retour de ces deux fonctions récursives, on va fusionner la partie de début jusqu'à la fin. D'accord? Est-ce que vous avez compris le principe? Vous avez un exemple juste après sur lequel on reviendra la prochaine fois en cours, en présentiel, pour mieux le détailler. D'accord? Alors, là, vous avez une arborescence qui simule l'exécution. Ce n'est pas un arbre de coups, c'est un arbre qui illustre le processus
de tri sur le tableau. Il se compose de deux phases. Vous avez une première phase de décomposition jusqu'à avoir des tableaux à un seul élément et une deuxième phase pour la fusion. Donc, l'algorithme de tri-fusion, il propose une stratégie de décomposition basée sur la taille, c'est-à-dire il décompose sur deux par rapport à la taille. Et vous avez une stratégie de recomposition qui est basée sur le processus de fusion. Donc, de la taille initiale jusqu'au tableau à dimension 1, vous avez la décomposition. Et des tableaux à dimension 1 jusqu'à la taille initiale, vous avez le processus de fusion. D'accord? À chaque fois, on décompose par deux. D'accord? Donc, la taille initiale est de 7 éléments. Vous avez 4 éléments d'un côté, 3 éléments de l'autre. Le tableau sur 4 éléments, il est décomposé en un tableau à 2 éléments avec un autre tableau à 2 éléments. Dans la partie décomposition, aucun élément n'est déplacé. Ils sont uniquement décomposés. Ça veut dire que concrètement, ce processus, il se fait sur la même zone mémoire. C'est uniquement les marqueurs de début et de fin qui sont redéfinis pour l'appel suivant. La même chose de l'autre côté, les marqueurs de début et de fin qui sont redéfinis pour la phase suivante. Le processus de décomposition s'arrête lorsque début égale à fin. Donc ici, début égale à fin, début égale à fin, début égale à fin partout. Alors, donc, dans la partie 1 ou dans la sous-section 1, vous avez 38. Dans la sous-section 2, vous avez 27. 38, il est supérieur à 27, donc on va permuter. 27, il prendra la place de 38 et 38 prendra la place de 27. À cette étape, j'avais deux partitions qui sont délimitées par début 1, fin 1, début 2 et fin 2. Après la fusion, j'aurai début 1, fin 1. Donc, la frontière qui était au milieu, elle n'existe plus. Donc, je les ai fusionnés, je les ai consolidés. D'accord? La même chose entre 43 et le 3. Le 3, il est plus petit que 43. Donc, je placerai le 3. Ensuite, le 43. La même chose de l'autre côté, le 9 est plus petit que le 82. Ici, l'ordre, il est respecté. Donc, on reste à la même position. D'accord? Attendez, il y a des... Alors, donc, on a constitué des tableaux à deux éléments. La prochaine étape, c'est la fusion entre ces deux parties à deux éléments. Là aussi, on va comparer l'élément courant avec l'élément courant. 3 est plus petit que le 25, donc c'est le 3 qui vient en premier. 27 est plus petit que le 43, donc c'est le 27 qui vient en second. 38 est plus petit que le 43, donc c'est le 38 qui vient en troisième position. Et le 43, il arrive à la dernière position. Donc, on a déterminé un tableau à 4 éléments qui sera fusionné avec, de l'autre côté, le tableau résultant à 3 éléments jusqu'à ce qu'on arrive à reconstituer la taille initiale. Donc, c'est de cette manière que le processus de fusion ou de trifusion, de manière générale, il fonctionne. Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? Attendez. Je relance le partage lié. On y reviendra jeudi en présentiel, en décortiquant l'exemple et en expliquant
comment en réalité le processus va se dérouler sur la même structure. C'est-à-dire, j'ai pas cette décomposition, c'est pas de nouveaux tableaux, ça travaille directement sur la même partition, sur le même tableau. Le deuxième algorithme dans la stratégie, très rapide, bon, il est appelé très rapide parce qu'il est supposé être le plus performant. J'ai bien dit supposé. Et les auteurs ont même fixé sa complexité à n log n. Alors, pourquoi il est supposé être le plus rapide? Parce que son critère de décomposition, il dépend du contenu. Donc, on va décomposer par rapport au contenu du tableau. On devra déterminer un élément central qu'on appelle pivot. Cet élément pivot est déterminé de manière à ce qu'il y a autant d'éléments qui lui sont inférieurs que d'éléments qui lui sont supérieurs. Madame, Oui, on cache le partage. d'accord, je vais revoir. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Attendez. Alors, partage. Attendez, pour faire simple, je vais partager tout l'écran. À chaque fois. Voilà. C'est bon? Vous voyez le partage maintenant? Oui. Ok, très bien. Alors, donc, je disais qu'il est supposé être plus rapide parce qu'il est... pourquoi supposé? Parce qu'il est basé sur une décomposition sur le contenu. La décomposition sur le contenu, elle est basée sur la détermination d'un élément central qui est appelé pivot. Ça veut dire que je vais déterminer parmi les éléments du tableau un élément que je vais désigner, que je vais appeler pivot. Cet élément qui est appelé pivot, ça doit être un élément central. Pourquoi un élément central? Parce que je mettrai dans la sous-section gauche les éléments qui sont inférieurs au pivot et dans la sous-section, la sous-liste droite, les éléments qui sont supérieurs au pivot. Donc, dans l'algorithme, ils sont notés L1 et L2. Donc, dans L1, je vais avoir les éléments qui sont inférieurs au pivot. Dans L2, je vais avoir les éléments qui sont supérieurs au pivot. Donc, le pivot, c'est un élément parmi les éléments du tableau. Lorsque le pivot il est correctement choisi, correctement déterminé, je vais avoir une décomposition qui est équitable. Donc, je vais avoir n sur 2 dans chaque partition. Maintenant, si le pivot il n'est pas correctement choisi, au pire, c'est l'élément le plus petit. Ça signifie si c'est le plus petit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément inférieur. Il n'y aura que des éléments supérieurs. Ou bien si c'est le plus grand, ça signifie qu'il n'y a pas d'éléments supérieurs. Il n'y aura que des éléments inférieurs. On va considérablement perdre en performance de ce tri. Donc, il est supposé être le plus performant et avec une complexité en n log n, à condition que le pivot soit correctement sélectionné. Les auteurs de cet algorithme, eh ben, ils n'ont pas proposé de stratégie pour la sélection du pivot. C'est-à-dire, vous, en tant que concepteur de la solution, ou bien utilisateur de cet algorithme de tri, vous devez vous-même déterminer la stratégie de sélection de pivot, détermination de pivot. À chaque appel récursif, vous devez définir un nouveau pivot jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 3 éléments. C'est-à-dire un élément pivot, un élément dans la liste gauche et un élément dans la sous-liste à droite. Vous avez un exemple pour mieux comprendre son fonctionnement. Considérons ces éléments. Donc, vous avez dans la liste N 4, 23, 3, 42, 2, 14, 45, 18, 38 et 16. Alors, dans leur algorithme, ils se sont dit, en ayant une certaine stratégie de sélection de pivot, placer le pivot à la dernière position. C'est-à-dire, on sélectionne ou on considère comme pivot l'élément qui se trouve à la dernière position. Donc, ici, l'élément qui se trouve à la dernière position, c'est le 16. Donc, la valeur du pivot, c'est le 16. On va décomposer le tableau pour construire les listes L1, L2 par rapport au 16. Donc, on va parcourir le tableau dans les deux sens, comme précisé dans l'algorithme, qu'on va voir. Donc,
vous allez avoir deux indices. Un indice I qui commence de 1 jusqu'à N et un indice J qui commence de N moins 1 jusqu'à 1. Si avec l'indice I, je trouve une valeur qui est supérieure à 16, je m'arrête. Et avec l'indice J, lorsque je trouve une valeur qui est inférieure à 16, je m'arrête. Si les deux indices se sont arrêtés sur deux positions, je permute. Ça signifie que j'ai trouvé à gauche une valeur qui est censée se trouver à droite et j'ai trouvé à droite une valeur qui est censée se trouver à gauche. Donc, je vais permuter. Ça veut dire quoi? Sur l'extrémité gauche, vous avez le 4, il est inférieur à 16. Donc, on avance. Sur l'extrémité de droite, vous avez 38, il est supérieur à 16, donc on avance. Donc, à la position 2 de l'extrémité gauche, je suis sur le 23. Le 23, il est sur la position, il est supérieur à 16, je m'arrête à cette position. Donc, j'ai le 38, il est supérieur. Le 18, il est supérieur. Le 45, il est supérieur. J'arrive jusqu'au 14 qui est inférieur. Le 14, il est inférieur à 16. Et le 23, il est supérieur à 16. Je vais permuter entre les deux. D'accord? Donc, à cette position, on va permuter entre le 23 et le 14. On a permuté, on avance. Le 3, il est inférieur, il est à la bonne position. Le 2, il est supérieur, il est inférieur, pardon, il a été accessible à partir du parcours sur l'extrémité supérieure. Donc là, on doit permuter. Donc le 3, il est inférieur. Le 42, il est supérieur. On va permuter entre le 42 et le 2. De cette manière, je vais avoir dans l'extrémité inférieure 4, 3, 2, 14. Et dans l'extrémité supérieure, je vais avoir le 23, 42, 45, 18 et 38. À l'issue de cette décomposition, je vais avoir la partie L1 qui contient les valeurs inférieures, le pivot à la position centrale et L2 qui contient la partie supérieure du tableau. Donc, à l'étape actuelle, il n'y a que le pivot qui est correctement placé par rapport aux autres éléments du tableau. D'accord? Et on reprend le processus sur la liste L1 et sur la liste L2. Oui? Il y a une question? Madame, Oui, oui. باش تعاودي الديرولمون تاع الالغوريثم. Bien sûr. نشوفوا l'algorithme, بعد نعاودوا نولوا للديرولمون. Pour que vous puissiez mieux suivre. L'algorithme, il vient juste après. On a le déroulement. Alors, donc, je disais que les auteurs de l'algorithme, lorsqu'ils ont proposé leur algorithme, ils n'ont pas proposé de stratégie de choix du pivot. Ils ont dit, on sélectionne dans le pivot l'élément qui est dans l'extrémité la plus à droite. Donc, une fonction partition qui considère deux extrémités, une extrémité gauche et une extrémité droite. À chaque fois que vous avez un processus récursif sur un tableau, je ne vais pas passer en paramètre le tableau, parce que si je passe le tableau en paramètre, ça signifie créer un nouveau tableau. Donc, je vais utiliser plus de mémoire qu'il n'en faut. À cette étape, ou dans ce genre d'algorithme, on préfère plutôt délimiter des sous-tableaux avec des indices, avec des marqueurs de début et de fin. Donc, ici, vous avez l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Donc, ils se sont dit, une stratégie a déjà été appliquée et le pivot a été mis à la dernière position, c'est-à-dire l'extrémité la plus à droite, et on récupère la valeur du pivot à cette position. Alors, I, c'est l'extrémité gauche moins 1, et J, c'est l'extrémité droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter I reçoit I plus 1 jusqu'à table de I supérieur ou égal au pivot, et répéter J reçoit J moins 1 jusqu'à table de J inférieur ou égal au pivot. Concrètement, c'est un parcours dans les deux sens. Sur l'indice I, c'est l'extrémité gauche, donc ça doit être des éléments inférieurs. Et sur l'indice J, c'est l'extrémité droite, donc ça doit être des éléments supérieurs. Donc si je trouve un élément supérieur avec l'indice I, l'indice I, il s'arrête à cette position. Même si l'indice J va continuer à parcourir. L'indice J va s'arrêter lorsqu'il est sur une position dans laquelle il a trouvé une valeur qui est inférieure. Donc, lorsque les deux indices I et J s'arrêtent à une position, ça signifie qu'il y a nécessité de permuter entre
les deux éléments. C'est-à-dire l'élément inférieur, il va se trouver à l'extrémité inférieure et l'élément supérieur devra se trouver à l'extrémité supérieure. Alors, cette méthode de partitionnement évite de faire des déplacements répétés entre la zone gauche et la zone droite. Et puisque le partitionnement équitable à 1 sur 2 n'est pas toujours garanti avec le pivot, donc il se peut qu'il y ait un décalage dans les éléments. Il se peut que je vais avoir plus d'éléments à gauche que d'éléments à droite et inversement au fil des itérations. Donc, de cette manière, avec un parcours qui est croisé, je suis toujours sur placer à gauche les éléments inférieurs et placer à droite les éléments supérieurs. Et donc, la permutation, elle va avoir lieu à cette étape. D'accord? Une fois qu'on a terminé le parcours sur les deux indices I et J, donc les éléments inférieurs ont correctement été trouvés et les éléments supérieurs ont correctement été trouvés, jusqu'à ce que J soit inférieur ou égal à I, c'est-à-dire ils ne doivent pas se rencontrer, ils peuvent se rencontrer sur une seule position, mais à ce moment-là, ça signifie que le processus s'arrête. Et on place le pivot à la position intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire on place le pivot à la position qui lui convient entre la liste L1 et la liste L2. Donc là, c'est la fonction qui effectue partitionnement. Maintenant, l'algorithme global, c'est-à-dire le tri rapide, il vérifie, il compare début droite par rapport à gauche. Si droite est supérieure à gauche, ça signifie qu'il reste encore des éléments, parce que le processus, il ne s'arrête pas sur un seul élément, il s'arrêtera avec 3 éléments. Un élément dans L1, un élément dans le pivot et un élément dans L2. C'est pour ça qu'on n'a pas considéré le fait que droite soit égale à gauche. Tant que droite est supérieure à gauche, on va appeler partition de la zone actuelle, délimitée par gauche et droite. On récupère dans I la position du pivot et on relance le processus de gauche à I-1 pour l'extrémité inférieure et de I plus 1 à droite pour l'extrémité supérieure. Le pivot, je n'ai pas besoin de le reconsidérer parce qu'il est correctement positionné par rapport aux autres éléments. D'accord? Maintenant, on revient à l'exemple. Donc, cette liste des éléments, elle va être exploitée par un indice I de gauche vers la droite et un indice J de droite vers la gauche. À chaque fois que j'ai un élément supérieur dans l'extrémité droite, je vais faire J reçoit J-1. Et à chaque fois que j'ai un élément inférieur dans l'extrémité gauche, je vais faire I reçoit I plus 1. Donc, 4 est inférieur, on avance. 38, il est supérieur, on avance. Prochaine itération, I, il est sur la position du 23. 23, il est supérieur, donc je m'arrête. De l'autre côté, 18, il est supérieur, on avance. 45, il est supérieur, on avance. 14, il est inférieur, je m'arrête à cette position. Donc, 14, il est inférieur et le 23, il est supérieur. Je vais permuter entre les deux. Donc, je vais avoir 4, ensuite 14. Ensuite, de l'autre côté, on a permuté, donc on va reprendre le processus et avancer. Donc, j'ai placé ici le 23, j'avance. Donc, j'avance d'abord sur le I. Donc, on a placé ici le 14, il est inférieur. 3, il est inférieur, on avance. Et le 2, il est supérieur, je m'arrête à cette position. 42, il est supérieur, je m'arrête aussi à cette position et je vais permuter. Je permute et j'avance. Je vais faire en sorte que les deux indices se chevauchent. Donc, le processus de partitionnement s'arrête à ce niveau-là. Donc, je vais avoir le 2 à cette position et je vais avoir ensuite le 42 à cette position. Donc, je vais avoir le 42. Attendez, donc je vais avoir de l'autre côté le 23, 42, 45, 18, 38. Voilà, le 42, il est à cette position.
Attendez. 23, 45. Donc le 42 était à la première. Oui. 42, on a la première position. Ensuite, je le permute avec le 18. Donc, avec le 16. Alors, donc j'aurai 4. Le 3, le 2 et le 14 dans l'extrémité gauche. Et j'aurai dans l'extrémité droite 42, 23, 45, 18, 38. À cette étape, le partitionnement est terminé. Mais le 16 n'est pas placé à une position centrale. Pour placer le 16 à une position centrale, je vais permuter entre le 42 et le 16. Donc le 16, je vais le placer entre les deux zones et je mettrai le 42 à la dernière position. Il y a une erreur ici dans les listes L1 et L2. Je rectifierai la prochaine fois quand on déroulera le processus ensemble au tableau. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc non, le 42, c'est le 42 qui se trouve à la dernière position pour qu'on puisse avoir un pivot qui n'est pas cohérent pour la prochaine phase. À la suite, le résultat, il est correct. Donc 4, 14, 3, 2. Oui, c'est ça. Je vais corriger tout de suite. Donc là, c'est 4. Ensuite, 14. Ensuite, le 3. Et ensuite, le 2. C'est le résultat qu'on obtient via le partitionnement. De l'autre côté, c'est c'est le 23 et le 42 a été permuté. Voilà, c'est ça. Donc 4, 14, 3, ensuite le 2, 16, 23, 45, 18, 38 et 42. D'accord? Donc c'est le 4. Ensuite 14. Ensuite le 3. Ensuite le 2. De l'autre côté, c'est 23, 45, 18, 38, 40. Donc là, c'est correct. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame, merci. Comment choisir le bon pivot? Bon, il y a une question que je trouve sur le chat. Toute la difficulté de cette approche, c'est de pouvoir choisir le bon pivot. Vous allez voir juste après, donc, au prochain appel, en considérant la même stratégie, c'est-à-dire le dernier élément, c'est le pivot, on se trouve dans la liste. Pourquoi j'ai rectifié? Parce que ça va influer sur l'ordre et donc on ne va pas avoir une cohérence dans la suite. Pivot pour la partie 1, ça va être égal à 2. Et le pivot pour la partie 2, ça va être égal à 42. Lorsque je choisis pivot égal à 2, tous les éléments qui restent, ils vont être supérieurs à 2. Donc la liste L1 sera vide. La liste L2, elle va contenir tous les éléments. Donc là, je vais perdre en partitionnement. Et donc, je ne vais pas avoir un processus qui est logarithmique. Donc, le L log N, il est garanti en théorie, mais en pratique, je risque d'avoir un processus qui converge vers N au carré. Parce que le tri rapide, si je ne choisis pas correctement le pivot et je ne garantis pas le choix équitable du pivot, je risque d'avoir un processus qui converge vers un tri par bulle ou là vers un tri par sélection. C'est-à-dire c'est soit un tri par recherche du minimum, soit un tri par recherche du maximum. Si j'arrive à avoir un déséquilibre entre les listes, voire une liste vide et une liste qui contient tous les autres éléments. D'accord? Donc, là, lorsqu'on retient dans la liste gauche pivot égal à 2
je vais avoir une liste vide avec tous les éléments dans l'extrémité droite. Dans l'extrémité droite, c'est-à-dire la liste L2 précédente, si je choisis un pivot qui est égal à 42, je vais avoir 3 éléments dans la partie inférieure et un seul élément dans la partie supérieure. Donc là aussi, le pivot n'est pas correctement choisi. Et donc, il faut tout un processus pour pouvoir sélectionner le pivot. Et ce processus de choix du pivot ne doit en aucun cas altérer les performances du tri. C'est-à-dire, au niveau de l'algorithme, vous avez la sélection du pivot, c'est une instruction élémentaire. Donc, le processus de sélection du pivot, il doit être élémentaire ou bien, au pire, il est linéaire parce que la fonction de partitionnement, elle est linéaire. C'est-à-dire, j'aurai un alpha fois n dans la sélection du pivot avec un processus linéaire dans le partitionnement, ça reste quelque chose de linéaire. Mais en aucun cas, je dois avoir un processus plus complexe pour sélectionner le pivot. Donc, la sélection du pivot, il y a différentes stratégies. Il y a ceux qui se basent sur l'aléatoire, il y a ceux qui essayent de calculer une moyenne et déterminer l'élément qui se trouve, qui est le plus proche de la moyenne, ou bien on calcule une médiane, ou bien il y a différentes stratégies et chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Donc, cet algorithme de tri, il est théoriquement le plus rapide, mais en pratique, il n'a pas vraiment les performances qu'on dit de lui. Donc, attention, avec ce genre d'algorithme, en pratique, il va avoir un comportement complètement différent. Est-ce que vous avez compris? C'est compris, oui ou non? On reprendra les exemples au tableau, on reviendra aux algorithmes, on déterminera les fonctions de récurrence, on résolvera les fonctions de récurrence également la prochaine fois au tableau. C'est-à-dire, je traite uniquement la partie théorique, l'explication globale par rapport à ces algorithmes, et on y reviendra en cours jeudi, Inch'Allah. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, c'est juste pour qu'on puisse avancer sur la partie explication et principe théorique. Vous êtes toujours là? D'accord. Alors, le dernier algorithme de tri, c'est le tri par tas. Alors, le tri par tas, c'est un processus complètement différent. Il est basé sur une structure de tas. Et un tas, c'est un arbre binaire, partiellement ordonné. Donc, la relation d'ordre, elle va être créée dans cette arborescence. Et donc, cette relation, cet arbre binaire, il est, donc c'est une racine, un fils gauche ou un fils droit. Fils gauche, ça peut être une feuille, ça peut être un sous-arbre. Fils droit, la même chose, ça peut être une feuille, ça peut être un sous-arbre. Alors, pourquoi on dit que c'est un arbre qui est partiellement ordonné? Parce qu'il respecte une certaine relation d'ordre. D'accord? Donc, c'est un arbre binaire de telle sorte que entre la racine et les niveaux inférieurs, il y a une relation d'ordre qui est respectée. La racine, elle est supérieure à ses descendants. Donc, la racine, elle est supérieure au fils gauche. La racine, elle est supérieure au fils droit. Pourquoi on dit relation d'ordre partiel et non pas une relation d'ordre total? Parce qu'il n'y a pas d'ordre entre le fils gauche et le fils droit. Tous les deux, ils sont plus petits que la racine, mais entre eux, il n'y a pas de relation d'ordre. Donc, ils
Il y a pas de relation entre eux du tout. Donc, ils sont tous les deux inférieurs à la racine et c'est tout. Donc, à chaque fois qu'on descend dans le niveau, on descend dans l'ordre. Donc, ça signifie que le tableau, il est quelque part ordonné du plus grand au plus petit. Donc, au niveau de la racine, on va toujours avoir le maximum. Et au niveau des nœuds inférieurs, je vais avoir des valeurs qui sont plus petites. Donc, ce n'est pas un ordre total parce que je peux avoir à un niveau inférieur une valeur qui est minimale et un niveau intermédiaire à droite, une valeur qui lui est plus grande. Entre les deux, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que, que toutes les deux soient supérieures à la racine. Donc, tout le processus de tri, il est basé sur cette structure. On doit construire cette structure à partir des éléments d'un tableau. Ensuite, déplacer le maximum vers l'extrémité la plus à droite, c'est-à-dire supprimer la racine ou bien écraser la racine avec une nouvelle valeur, la valeur qui se trouve à l'extrémité la plus à droite, et restreindre le tableau aux éléments n-1. D'accord? Alors, un tas, c'est un arbre binaire, mais c'est un arbre logique qui n'existe pas dans une implémentation physique. Ça veut dire qu'on va l'implémenter dans la structure de tableau. Donc, c'est un algorithme de tri et fait aussi une petite introduction à l'implémentation de structures de données. Donc, on reverra en détail la structure de tas, comment créer un tas, comment insérer dans un tas, comment supprimer dans un tas. La première étape qu'on va aborder aujourd'hui par rapport au tas, c'est comment implémenter ce tas dans le tableau. On vous dit qu'un tas est une structure logique qui peut être modélisée sous forme d'un tableau de dimension n de la manière suivante. Les nœuds de l'arbre seront énumérés niveau par niveau dans le tableau. La racine en premier, puis ses fils, ainsi de suite, avec les sous-arbres gauche, puis le sous-arbre droit, les sous-arbres de chaque nœud, le sous-arbre droit, les sous-arbres de chaque nœud, et ainsi de suite. Donc, dans le tableau, à la position 1, on va avoir la racine. Dans la position 2 et 3, ça va être les successeurs immédiats de la racine. À partir de la position 4, on va avoir les successeurs du nœud 2. À partir de la position 7, je vais avoir les successeurs du nœud 3, et ainsi de suite. Donc, il y a une fonction d'adressage qu'on doit établir pour pouvoir parcourir les éléments du tableau comme si c'était un arbre. Parce que dans ce tableau qui implémente la structure d'arbre, je n'ai pas le droit de faire un parcours pour i allant de 1 jusqu'à n. Je suis obligé de parcourir le tableau en suivant le chaînage de l'arborescence. Et le chaînage de l'arborescence, c'est nœud courant, fils gauche, fils droit. Ou bien nœud courant, prédécesseur. Donc, pour déterminer le prédécesseur d'un nœud qui se trouve à une position i du tableau, il suffit de calculer la position i sur 2. Donc, tout nœud i a son pair en position i sur 2. Donc là, j'arrive à accéder au prédécesseur. Pour accéder au successeur, le fils gauche, il va se trouver à 2 fois i, et le fils droit, il va se trouver à 2 fois i plus 1. Mais il se peut qu'il s'agisse d'une feuille. Si 2 fois i est supérieur à n, ça signifie que l'élément n'existe pas. Si 2 fois i plus 1 est supérieur à n, aussi, ça signifie que le fils droit n'existe pas. Donc, lorsque les positions du fils gauche et du fils droit sont inférieures à n, ça signifie que ce nœud, il est intermédiaire, il possède des successeurs. Si les positions de son fils gauche et de son fils droit n'existent pas, ça signifie que cet élément n'existe pas. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée par rapport à ce tas. Alors, la particularité de ce tas, c'est qu'on ne peut pas avoir un fils droit si on n'a pas de fils gauche. Donc, les éléments, ils sont tassés de droite à gauche. C'est-à-dire, je vais les mettre dans le tas, d'abord à droite, ensuite à gauche. Donc, je n'insère pas comme je veux, j'insère en respectant la stratégie de ce tas. Et il n'y a pas de décalage entre le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc, ils doivent être au même niveau. Si il y a décalage, c'est un décalage d'un seul niveau également. Et le niveau c'est-à-dire le côté qui va avoir le niveau supplémentaire, c'est le côté gauche. Bon, je sais très bien que vous pouvez ne pas suivre ici, mais on reviendra
je répète encore une fois, sur cette structure, son implémentation, ses insertions, ses suppressions, son processus global, avant d'arriver à son utilisation dans un processus de tri. Ne vous inquiétez pas. Déjà, vous avez un petit exemple juste après. Alors, cet arbre que vous avez à droite, il représente un temps. Donc, la racine, elle est supérieure à ses successeurs, pardon. À chaque fois, le nœud intermédiaire, il est inférieur que son prédécesseur et il est supérieur à ses successeurs. Donc, c'est un arbre qui est tassé à gauche. Donc, les éléments, ils sont à gauche, insérés à gauche, ensuite insérés à droite. Ça signifie que lorsque je voudrais insérer un élément, il sera obligatoirement le fils droit du 7. L'élément suivant, ça va être le fils gauche du 9. L'élément suivant, ça va être le fils droit du 9, et ainsi de suite. En termes d'implémentation au niveau du tableau, cette arborescence va être représentée de cette manière. Donc 16, la racine. Fils gauche de la racine, c'est 14. Fils droit de la racine, c'est 10. Le fils gauche du 14, il se trouve à la position 8. Il se trouve, à la position 4. Le fils droit, il se trouve à la position 5. Le successeur de 10, c'est le 9 et le 3. Il se trouve juste après. Ensuite, le successeur du 8, c'est le 2 et le 4. Et le successeur du 7, c'est le 1. Le fils droit du 7, il est censé se trouver à la position, donc 7, 1, 2, 3, 4, 5. L'élément 7, il se trouve à la position 5. Le fils droit, le fils gauche, il se trouve à la position 1. Le fils droit, il est censé se trouver à la position 11. La position 11 n'existe pas, ça signifie que le fils droit, il n'existe pas. D'accord? Comment cette structure de données est utilisée dans le processus de tri? Il y a un petit schéma, une petite animation que vous voyez ici qui permet de créer le tas et d'ordonner avec le temps. Je vous laisse juste visualiser l'animation et on y reviendra en détail la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, cette phase, on l'appelle tamisage. C'est pour déplacer les éléments supérieurs vers le haut ou bien les éléments inférieurs vers le bas. On appelle cette phase le tamisage. Alors, tamisage, c'est le gharbel. Un tamis, c'est le gharbel. C'est-à-dire, on est en train de tamiser les données pour avoir les valeurs inférieures en dessous et les valeurs supérieures en dessus. Ça va? Vous arrivez à suivre l'animation?
Ça va, vous arrivez à suivre l'exemple? Il y a quelqu'un ou je parle toute seule? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à suivre? Apparemment, j'avais une déconnexion parce que je viens de recevoir les messages. Est-ce que vous arrivez à suivre l'exemple et voir comment les éléments vont être ordonnés? Est-ce que vous avez compris? Non, vous n'arrivez pas à suivre l'exemple. De toute manière, on en reparlera au tableau. Je dis Inch'Allah. Donc, on va reprendre depuis le trifusion. Donc, rappeler le processus, c'est-à-dire l'algorithme et son déroulement avec la même structure de tableau, comment s'effectue la décomposition et comment s'effectue la fusion. Ensuite, on reprendra avec l'exemple du tri rapide, c'est-à-dire comment sélectionner le pivot et quelles sont les options qu'on peut, ou les techniques ou les stratégies qu'on peut adopter pour essayer de réduire l'impact de ce pivot sur le temps. Et donc, on verra les équations de récurrence des deux algorithmes et comment les déterminer à partir des deux algorithmes. Et également, on va les résoudre. On terminera par l'algorithme de tripartite. Donc, on commencera par la structure de tas. Comment la structure de tas est implémentée sur un tableau. Comment on peut insérer dans cette structure de tas. Comment on peut supprimer. Je l'ai déjà proposé en exercice, en examen, c'est-à-dire une structure de tas. L'année dernière, en rattrapage, je leur ai proposé un tas à 3 successeurs. Donc, la structure de tas, comment on la manipule, les insertions et les suppressions, comment ces tâches s'effectuent dans un tas. Ensuite, comment on utilise ce tas pour le processus de tri. Donc, le principe, en gros, c'est de sélectionner le maximum à travers ce tas. Donc, le processus de tri par temps, c'est un tri par recherche du maximum, sauf que la recherche du maximum, je ne la fais pas de manière séquentielle. Je vais déterminer le maximum directement parce que c'est lui la racine du tas. Donc, la sélection du maximum, elle se fait vraiment de manière élémentaire, voire logarithmique. Donc, si j'ai besoin de tamiser, je vais faire un parcours logarithmique. Pourquoi logarithmique? Parce que j'ai un arbre binaire plus ou moins équilibré. Donc, le nombre de niveaux, c'est log de n. Il y a une seule branche qui est éventuellement altérée à un instant donné avec l'opération de tamisage. Et donc, c'est un algorithme qui est le plus performant et c'est l'algorithme qui est utilisé à ce jour dans tous les langages de programmation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, je vous remercie et on se retrouvera jeudi, Inch'Allah, enfin mercredi déjà pour la séance de TD et jeudi pour la séance de cours et la séance de TT. Je vous remercie.